Alors J-Tech produit essentiellement de l'acier inoxydable, alors sur différentes formes, de bloom ou de couronne, en produit semi-fini qui est retransformé derrière par nos clients pour travailler dans de l'aéronautique, que ça peut aller dans toutes sortes d'activités, l'activité automobile, l'activité médicale, enfin diverses et variées, et c'est retransformé par nos fournisseurs. Voilà. L'intervention que vous avez dit tout à l'heure devant l'usine, devant les salariés, vous disiez fortement que vous étiez fiers d'appartenir à cette usine, de produire, que vous étiez les producteurs de cette plus-value entre guillemets par rapport aux produits du J-Tech qui est connu un peu dans le monde. Et alors pourquoi justement vous êtes dans une obligation d'arrêter la production et d'être en grève depuis mercredi, je crois? Eh bien, pour plusieurs raisons. Bien sûr qu'on est fier de travailler au J-Tech, je le dis, même si on est représentant du personnel, d'autant plus, parce que ce qu'on oublie un peu dans la représentation, voire des fois dans la manifestation comme c'est aujourd'hui, mais c'est pas tout le temps dans la manifestation. On est là aussi pour souligner le fait qu'on tient notre entreprise. Pour ma part, ça fait 20 ans que j'en fais carrière. Donc, bien entendu, qu'il y a une histoire qu'on a vécue, il y a de l'amitié, de la sympathie aussi, parce qu'on crée avec nos collègues, notamment de travail, une sympathie, il ne faut pas l'oublier, donc on y est très attaché. Et puis on a aussi un degré, je dirais comme ça, d'exemple, en sachant qu'on est quand même la plus grande société de la région, où ça fait tourner une économie et on en fait partie, donc on n'est pas là, comme on dirait familialement, pour cracher dans la soupe. Non, c'est qu'aujourd'hui, en faisant ce qu'on fait, au contraire, c'est de démontrer que J-Tech a des valeurs, qu'il y a des salariés, on n'est pas des machines, et que parfois on est en désaccord, et puis des fois des accords brutaux, comme ça se passe aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi. Alors pourquoi pour plusieurs raisons, une notamment sur des faits concrets où on a des collègues salariés qui se sont fait licencier sur le champ pour faute lourde et d'une manière, on va dire, très brutale. On a évoqué la vision de l'interpellation, on se croirait dans un roman policier et pourtant on est dans de la réalité, donc ça on ne peut pas l'accepter. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ça s'est passé là? Alors par rapport au collègue, mercredi matin, il a pris son travail, comme naturellement, c'est un opérateur posté. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a à peu près c'est une personne qui a une douzaine d'années d'ancienneté, qui est aussi, entre guillemets, un opérateur lambda, en plus qui était en perspective d'évolution, il était coordinateur dans son secteur, c'était quelqu'un de très investi dans son travail. Il avait d'ailleurs, par le biais de ses managers directs, cette réputation d'être quelqu'un de très sérieux et de quelqu'un de très professionnel. Donc il n'y avait pas de problème jusqu'au moment où nos dirigeants sont venus sur le lieu de travail pour le convoquer et lui rappeler comme quoi il allait sur le champ être licencié pour faute grave. Sur deux faits, dont le premier est un problème de risque sécurité. Alors pour expliquer rapidement, on a des blooms à la coulée continue, c'est des grosses... là on est dans la Syrie. Voilà, on est dans la Syrie, au secteur coulée continue. Ces blooms, quand ils arrivent à la base, ils sont sur le RIP, ils sont basculés sur, on va dire, des convoyeurs. Et il y avait un bloom qui était mal évacué. Donc il a fait choix avec son collègue de lui dire voilà, tu vas sous l'arrêt d'urgence, moi je vais essayer de le bouger un tout petit peu pour qu'il puisse s'évacuer tranquillement. C'est ce qu'il a fait, seulement il est intervenu dans une zone de sécurité parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de risques. Maintenant, encore une fois, il l'a fait spontanément dans une volonté de ne pas vouloir handicaper la coulée continue parce que ce n'est pas une machine qui s'arrête très facilement et qui se redémarre très facilement. Donc pour éviter de grosses conséquences lourdes de redémarrage, il a préanticipé la situation. Qui s'est passé, cette situation, il y a quand même 2 mois en arrière. Donc entre les faits d'avant-hier et les 2 mois d'arrêt, on a le droit de se poser des questions, mais pourquoi ils n'ont pas réagi avant quoi. Alors, ils ont remonté 2 faits, 2 situations. Une autre qu'il y a eu il y a 2 ans,
sur le fait où il avait fait une plaisanterie sur une caricature de certains collègues et de lui-même en plus il avait avoué les faits, il avait dit bah, attendez parce que ça avait pris un peu des propos. Aujourd'hui on lui met ces deux situations en évidence pour pouvoir le licencier sur le champ. Hein, il a dû partir, hein, pour qu'on comprenne, il a dû partir tout de suite. Alors bah, ils l'ont accompagné, hein, à son vestiaire pour récupérer ses affaires. Et ils l'ont raccompagné au portail en lui récupérant son badge et, sans forcément le raccompagner chez lui. Hein. Donc imaginez bien quand on parle de sécurité, moi déjà là, ils auraient peut-être pris soin de l'accompagner chez lui par le biais d'un taxi parce que je ne pense pas qu'il avait, si on parle vraiment de sécurité, l'état d'esprit pour pouvoir prendre le volant. Après avoir eu un petit entretien musclé, on va dire, enfin, avec des propos très très durs, imaginez-vous bien, vous êtes sur votre poste de travail, vous pensez finir votre journée normalement, puis ça arrive, cette situation-là, tout salarié confondu serait en état de choc, quoi. Mais en même temps, vous signalez que ce n'est pas le seul salarié. Hein. Depuis plusieurs mois, vous faites face à des licenciements brutaux. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on réagit de plus en plus fermement, pour la bonne raison qu'en 5 mois, on va dire, on en a plus de 5, dont ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, voilà, hein, ça peut être plus. Mais en quelques mois, on a vu des attitudes très musclées, hein, jusqu'au médecin qui s'est vu refuser l'accès au site quand même. Hein. Donc, pour des raisons qu'on ne connaît encore pas aujourd'hui et qu'on n'est encore pas capable de nous expliquer. Alors, vous parliez du médecin, semble-t-il un service médical où il n'y a plus de médecin dans une grande usine comme la vôtre Oui, tout à fait. Alors, c'est deux sujets différents, mais qui se rejoignent. Hein. Le mal-être au travail, bien entendu, que le service médical, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a cette réflexion et qu'on travaille avec eux, y compris avec le CHSCT, pour justement mieux préparer, mieux travailler sur les leviers de prévention et bien entendu avec des conséquences positives sur la santé des salariés. Le problème, oui, c'est qu'aujourd'hui, on a, comme je vous le dis, le médecin qui s'est vu remercier gentiment, on va dire ça comme ça, brutalement surtout, devant le portail en n'ayant pas l'accès au site, parce qu'on accède au site avec des badges comme ceci. On lui a volontairement déprogrammé son badge pour qu'il ne puisse pas accéder au site. Donc ça a été aussi de manière très brutale. Et depuis là, ils nous ont fait venir des médecins, on va dire intérimaires, passagers, hein, qui sont là juste pour avoir la possibilité de faire des reprises de travail, d'activité. Un salarié tout à fait permanent qui soit capable de travailler sur la prévention, qui soit capable de regarder les dossiers médicaux, qui soit capable de réintégrer correctement les salariés dans le monde du travail, avec pourquoi pas des restrictions ou autres, ou enfin d'adapter le travail à l'être humain, et ça passe essentiellement, naturellement, par le service médical. En sachant que cette attitude, elle fragilise pas que le médecin, mais le service médical et tous les salariés de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médecin qu'il n'y a pas de malade. Et le temps passe. Alors, il y a des démarches qui sont faites. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que même avec l'inspection du travail, on a mis il y a eu un procès verbal avec 3 contraventions qui leur ont été assignées. Derrière, nous, la CGT, on s'est porté partie civile. Sur des incidents qu'il y a eu. Voilà, sur les incidents, y compris vis-à-vis du médecin, y compris vis-à-vis du service médical. Parce qu'ils ont fragilisé tout le service, y compris le personnel qui travaille en tant qu'infirmier, infirmière. Aujourd'hui, c'est très compliqué, elles souffrent beaucoup parce qu'elles sont totalement désorientées, vu qu'on leur a enlevé en fait le capitaine du navire. Et qu'aujourd'hui, voilà, elles sont amenées à plus pouvoir fonctionner comme elles fonctionnaient auparavant. Régis Bouvier-Bangillon, vous avez, suite à votre moment de mobilisation ce matin, vous avez été voir la direction et vous faites une différence hein, entre, on va dire, la peine des 10 personnes qui sont à la direction de cette usine et l'ensemble de l'encadrement, ce que vous appelez les managers. Hein. Dans cette direction-là, qu'est-ce qu'elle vous a dit et qu'est-ce qu'elle répond à vos revendications? De toute façon, oui, il y a forcément une nette différence déjà entre les dirigeants et même, je dirais, les chefs de service, on le ressent parce que les chefs de service sont là, connaissent les métiers, connaissent leur activité de service et eux, ce qu'ils veulent, bien entendu, ils ont des impératifs de fonctionnement et ils sont en lien direct avec leurs salariés. Donc forcément, ils ont un ressenti qui est forcément différent. Alors c'est pour ça qu'on les engage à se prononcer d'autant plus parce qu'aujourd'hui, dès demain, si on ne se met pas ensemble pour arriver justement à faire changer ce raisonnement qui n'est pas adapté aujourd'hui au fonctionnement, à un bon fonctionnement d'entreprise. Aujourd'hui, c'est incompréhensible qu'on ait une telle attitude car on sait qu'on fait des résultats records. On n'a jamais fait autant de bénéfices, on n'a jamais eu un carnet de commandes aussi rempli. Et d'avoir des salariés, autant de salariés en souffrance, quand le dernier médecin est parti, il nous a expliqué quand même un chiffre, il y avait plus de 17 salariés qui étaient reconnus comme malades, liés à des risques psychosociaux par exemple.
et qui là aujourd'hui, on ne les connaît pas, mais on est sûr qu'ils sont en constante augmentation. Parce qu'on a des collègues, on discute, on voit bien qu'il y a des gens en souffrance dans l'incompréhension. Vous pouvez nous préciser justement pour qu'on comprenne l'environnement, à qui appartient Ugitech aujourd'hui? Ugitech, il appartient surtout aux salariés, moi je dirais. Si vous me posez la question comme ça, c'est les salariés depuis des années qui ont construit cette belle entreprise. Et c'est pour ça qu'on se doit d'avoir un degré aussi de moralité, de se dire, voilà, est-ce qu'on veut laisser partir les choses sur une vision actionnaire et de se dire, voilà, l'important c'est que l'argent? Non, je pense pas. Un vrai directeur, je l'ai dit tout à l'heure, un vrai directeur aujourd'hui n'a pas qu'à penser financier. Il doit penser aussi sur l'attitude qu'il se doit d'avoir. Et je dirais, le mot dignité, il a un sens, le mot respect, il a un sens. Aujourd'hui, il n'en a plus, parce qu'il est en train de se couper de toute sa base. Donc ce qu'on est monté le voir tout à l'heure, c'est ce que j'ai évoqué vis-à-vis de lui. Et je lui ai dit, écoutez, maintenant on aimerait se rencontrer. Alors il n'avait pas la possibilité dans l'instant, donc on doit le revoir à 13h30 avec les autres organisations syndicales. Voilà, le rendez-vous il est donné. Alors juridiquement quand même, est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartient l'entreprise? Un groupe qui s'appelle Schmobikenbach. Avec une multinationale allemande. Voilà. Et donc qui est déployé sur différents sites. Et donc ça représente quand même une masse salariale qui est importante avec une activité mondiale. Et ça, vous sentez un changement par rapport à Ugine, à Ugitech, un changement dans les demandes de ce groupe par rapport à la surcharge de travail, aux conditions de travail, à ce qu'ils vous demandent de produire? De toute façon, pour nous, ils sont assez distants. Pour la bonne raison que les seules communications qu'on a avec nos actionnaires, c'est sur leur flash info qu'ils nous envoient avec nos salaires. Et bon, je dirais qu'ils restent assez, pas forcément adaptés peut-être aussi à notre activité, bien parfois, parce que ça se comprend aussi, vu qu'elle est quand même d'importance sur des sites différents. Non, ce qu'il faut savoir, ce qu'on aimerait, oui, c'est qu'ils soient plus interpellés sur le fait de se dire, voilà, aujourd'hui, bien sûr, l'intérêt, c'est de faire plus d'argent, mais de le faire proprement. Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Aujourd'hui, on pourrait faire encore mieux s'ils estimaient les salariés beaucoup mieux qu'ils l'estiment aujourd'hui. Un salarié qui va bien, qui se porte bien, il va s'investir. Aujourd'hui, regardez bien, que par raison de bon sens, le copain qui s'est fait mettre à la porte là, parce qu'il n'a pas respecté soi-disant une règle de sécurité, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'il a vraiment voulu mal faire? Est-ce que vous croyez qu'il vient là pour risquer sa vie? Est-ce que vous croyez qu'il vient là pour prendre des risques? Ça fait plus de 12 ans qu'il est dans l'entreprise. Ils sont passionnés par leur métier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de caméras de process. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont vu qu'il n'était pas dans les règles. Alors, caméras de process, on nous dit. Je veux bien. Non, c'est des caméras tout court. Qu'on travaille pour savoir, pour comprendre, qu'on fasse des analyses pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui, alors il n'y a pas d'analyse en ce qui concerne par exemple les risques psychosociaux? Pourquoi il n'y a pas de déclaration qui se fait par rapport à ces situations-là? Sur la santé, il n'y a pas d'indicateur, il parle d'indicateur. Pourquoi il n'y a pas d'indicateur bien-être au travail? Il n'existe pas. Donc allons-y, il y a plein de propositions qui ont été faites et aujourd'hui, non, on a une direction qui s'y oppose, qui nous méprise, je le dis bien, même sur le plan syndical. Aujourd'hui, on est dans des situations de plus en plus musclées dans les instances, parce qu'on a une direction carrément qui ne nous respecte même plus. Donc oui, on a franchi une barrière, oui, que je ne connaissais pas avant, je peux vous dire. Pour comprendre votre mobilisation, aujourd'hui, c'est quoi la mobilisation en pourcentage dans la Syrie, par exemple, de gens qui font grève aujourd'hui? Dans la Syrie, c'est quasiment 100%. Elle a pas démarré depuis mercredi déjà. Et puis je peux vous dire que... Vous allez aller jusqu'où alors, du coup? Jusqu'où il faudra. Et là, je peux vous dire, on ne lâchera rien. Parce qu'on se bat pour des salaires, là, on se bat pour de la santé, pour de la sécurité. Et je pense que c'est encore d'autant plus important que la paye. Donc on ne lâchera rien, ça je peux vous le dire. Merci bien. Bonne journée, merci.